y a sa femme qui suit de manière pour le moins curieuse. Puis 5 ans plus tard, on retrouve le corps de son amant. C'est quand même assez étonnant. Il a été abattu comme un chien et carbonisé derrière, quoi. Même les animaux, ils sont pas traités comme ça. Ça ressemble à une vengeance. Rémi totalement innocent, quoi. Vous vous rendez compte, pendre sa femme, quoi, c'est quand même un truc... Non, c'est un truc de fou. Cette instruction est un fiasco. De preuves, il n'y en a pas. Rien. Voilà. Pour moi, il n'y a aucun doute. Hein. Il a voulu tuer mon frère. Il l'a tué. Hein. Sète, dans le département de l'Hérault. Nous sommes le 5 juillet 2009. Rémi Chêne, un coiffeur à domicile de 40 ans, appelle la police en panique pour signaler la mort de son épouse, Nadège. Rémi Chêne va expliquer qu'il vient de découvrir sa femme pendue dans le garage. Lorsque la police arrive, il découvre le corps de Nadège, inanimé. A priori, il s'agit de... Nadège Chêne laisse derrière elle son mari, mais aussi leur fille Laurine. À l'époque, elle n'est qu'une enfant. Jamais elle n'oubliera ce jour où elle a perdu sa maman. J'avais 11 ans et demi. J'allais faire mes 12 ans dans 2 mois. Du jour au lendemain, se lever et se dire ma maman est décédée, ça a été un choc pour toute la famille, on s'y attendait pas. J'arrive pas à y croire. À première vue, ce geste désespéré pourrait paraître incompréhensible. Mariée depuis 15 ans, Nadège Chêne semblait avoir tout pour être heureuse. Elle venait d'être titularisée dans son emploi de femme de ménage à l'hôpital de Sète. À cette époque-là, je travaillais donc sur l'hôpital. Nadège, c'est quelqu'un de très gentil, discrète, souriante. Elle était très douce. Ma maman fait des horaires très tôt le matin et après l'après-midi, elle s'occupe de moi. Elle était très carrée, assez stricte, surtout au niveau de l'école. Elle voulait que je réussisse. Elle avait une fille qu'elle aimait par-dessus tout. En tout cas, en apparence, elle n'a aucune raison de se... Alors, pourquoi la jeune maman de 33 ans se serait-elle donné la mort? Interrogé, son mari va livrer une étrange explication. 2 jours plus tôt, Nadège lui aurait avoué l'avoir trompée. Voici ce que le mari déclare. Mon épouse est sortie avec ses collègues. Elle a reconnu avoir consommé de l'alcool plus que de raison et m'a dit qu'il y avait eu des dérapages avec un collègue à elle. Elle lui a confessé avoir eu une relation très brève avec un collègue de travail. À l'occasion d'une soirée, ils se sont rapprochés. Elle dit qu'elle a eu juste une relation intime. Sa femme avait certainement bu ce jour-là, sinon, bien entendu, elle ne l'aurait jamais fait. Selon Rémi Chêne, le mari, ce sont les remords qui auraient poussé sa femme au suicide. Depuis cette soirée, elle semblait déçue d'elle. Elle était vraiment déstabilisée. Elle a trompé son mari et donc elle culpabilise. Elle s'est retrouvée complètement paumée, perdue. Et à ce moment-là, elle a eu ce geste dramatique. Tout de même, les policiers sont dubitatifs. Et la suite des investigations laisse à penser que derrière ce suicide se cacherait peut-être un crime. Les policiers se mettent à la recherche de l'homme qui aurait eu une relation d'un soir avec la victime, 2 jours avant sa mort. Il s'appelle Patrick Isoire. Il a une 40aine d'années. Divorcé et père d'une petite fille, c'est son côté authentique
qui aurait séduit sa collègue de travail. C'est quelqu'un qui aimait la musique, c'était un bon vivant, il aimait faire l'apéro, la pétanque. C'est un garçon attachant, donc il avait beaucoup de copains, Patrick. Il était très très apprécié. Mon frère travaille à l'hôpital. Il livrait toutes les maisons de retraite qu'il y a aux alentours de 7 ans. C'est lui qui portait des médicaments. Et il fait la connaissance de Nadège. Et puis voilà, quoi, ils se sont un peu rapprochés. Contrairement au dire du mari, Patrick Isoire racontait qu'entre lui et Nadège, c'était en réalité beaucoup plus qu'une histoire sans lendemain. Il m'en parlait, il m'a dit qu'il avait un penchant pour Nadège. Nadège lui a confié qu'elle était malheureuse en amour, qu'elle ne s'entendait plus avec son mari. Elle a rencontré Patrick, elle est tombée amoureuse de Patrick. Avec son mari, c'est terminé. Entendu au commissariat de Sète, voici ce que l'amant de Nadège déclare. Au départ, je ne voulais pas être celui qui briserait son couple. Mais lors de la soirée, elle m'a dit qu'avec son mari, elle voulait rompre et qu'elle se sentait bien avec moi. Nous nous aimions. Patrick, c'est quelqu'un de très 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 respectueux. Ça devait pas aller trop bien dans le couple de Nadège pour qu'il puisse se permettre d'avoir des relations intimes avec elle. Alors évidemment, lorsque l'amant apprend le de Nadège, l'homme tombe des nues. Pire, il trouve qu'il y a quelque chose de louche. C'est ce qu'il confie au policier de Sète. Pour lui, c'était plus que bizarre. Hein. Il n'y croyait pas. Hein. Elle avait pris la décision de quitter son mari parce qu'elle avait rencontré un homme dont elle était tombée amoureuse. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de s'enlever la vie. Il y a vraiment quelque chose qui colle pas. Tous les regards se tournent vers Rémi Chêne. Le mari bafoué aurait-il pu éliminer sa femme? Elle lui a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un, qu'elle a eu une relation avec lui, il n'a pas supporté, il l'a tué. Et après, il a maquillé son meurtre. Pour mon frère, c'est lui qui l'a tué. Hein. C'est ce qu'il pense. L'hypothèse semble séduisante. Seulement, elle ne va pas faire long feu. D'abord, Rémi Chêne n'a pas du tout le profil d'un criminel. Rémi Chêne, c'est l'homme le plus normal de la Terre. Il est coiffeur, il se déplace à domicile. Quand les enquêteurs l'interrogent sur sa vie, ça dure quelques minutes, tellement sa vie est lisse. C'est un petit bonhomme, hein. C'est pas, physiquement, c'est pas quelqu'un d'imposant. Il fait un peu petite chose, un peu fragile. C'est vraiment monsieur tout le monde. C'est absolument pas possible de soupçonner qu'il ait tué sa femme. Et puis, Rémi Chêne possède une alliée de taille, sa propre fille. Pour Laurine, s'il est difficile d'accepter que sa maman l'ait abandonnée, son suicide reste la seule explication possible. Je pense qu'elle s'en est voulu. J'ai que cette conclusion. Lors du ma maman, j'étais en train de dormir. Mais s'il y avait eu une dispute ou autre chose, je l'aurais entendu. Et mon père dormait également. Donc, elle a agi seule. Et d'ailleurs, les policiers vont retrouver près du corps de la mère de famille un document qui prouverait qu'elle a bien mis fin à ses jours. Il découvre sur un établi du garage une lettre manuscrite. Voici ce que Nadège Chêne aurait écrit à son mari juste avant de mourir. Rémi, j'ai vraiment de profonds regrets de ce qui s'est passé, car je t'ai trompé. Tu connais mes idées en matière de fidélité, et cela me fait du mal de savoir que j'ai franchi cet interdit. Cela me met dans une situation particulièrement difficile. Le mot qu'elle laisse, effectivement, laisse entendre qu'elle nourrit un sentiment de culpabilité au moment où elle va mettre fin à ses jours. C'est une lettre qui est de la main de Nadège Chêne, des vérifications ont été faites.
Ainsi, après 6 jours d'enquête, l'affaire est finalement classée sans suite. On va clôturer cette enquête malgré ces étrangetés. Et on va conclure effectivement au Moi, avec mon papa, on s'est soudés tous les deux. On a essayé de se reconstruire au mieux qu'on a pu. Quant à Patrick Isoire, l'amant de Nadège, il doit lui aussi se faire une raison. Patrick était triste, il était très contrarié. Il a été très affecté. Il voulait pas me parler parce que ça le touchait personnellement. L'affaire aurait pu en rester là. Mais aussi fou que cela puisse paraître, des années plus tard, un incroyable rebondissement va tout changer. Nous sommes le mardi 24 juin 2014, 5 ans après la mort de Nadège. Marc Isoire s'affaire dans son parc à huîtres, près de Sète. Il ne le sait pas encore, mais il ne reverra plus jamais son frère Patrick, l'amant de la victime. Pour nous, il a accepté de répéter les gestes qu'il a fait ce matin-là. Moi, je suis sur mon lieu de travail, je travaille. Et là, c'est ma mère qui m'appelle pour me dire où est Patrick. Et elle me dit, je me fais du mauvais sang parce qu'il n'est pas rentré dormir. En fait, Patrick habite chez elle. Et depuis la veille au soir, il n'est pas rentré. Et surtout, il n'a pas prévenu. Elle est inquiète, parce que c'était pas ses habitudes. Hein. Alors moi, je lui dis, tu as appelé son collègue, hein, et elle me dit, je l'ai appelé, et il m'a dit qu'il n'a pas été travailler. Pas normal, ça. Il manquait jamais le travail. Il commençait à 8h, il y était à 7h du matin pour ses collègues boire le café et tout. Aussitôt, Marc tente d'appeler son frère. En vain. Et ça répondait pas son téléphone. Donc à partir de là, même moi, j'étais inquiet, quoi. Pire, c'est depuis la veille au soir que plus personne n'a revu Patrick Isoire. À cette époque-là, on regardait les matchs de la Coupe du Monde chez un ami qui avait un bar de plage sur Frontignan. Et Patrick, ce soir-là, il n'est pas venu. Bizarre de Patrick. On était très étonnés. On a commencé un petit peu à s'inquiéter parce que c'était pas une attitude normale. Personne n'avait des nouvelles, ni au travail, ni ses amis, ni sa famille. Mais surtout, la veille, le père de famille n'est pas allé à un spectacle qu'il n'aurait pourtant manqué pour rien au monde. La veille au soir, sa fille avait un spectacle de danse. Il avait parlé de ce gala à son entourage en disant « Je vais voir ma fille au gala ». Il était évident qu'il ne pouvait pas rater ce gala de danse. Sa fille, c'était... c'est tout pour lui. Hein. Rater le gala de sa fille, c'est pas possible. Et il a commencé à s'affoler. C'est l'angoisse qui grandit de plus en plus. Je me dis, il y a quelque chose de grave. Là, je savais qu'il y avait quelque chose, c'était pas possible. Et ce n'est pas tout. Alors que ses proches le cherchent aux 4 coins de la ville de Sète, un collègue de travail de Patrick Isoire va faire une découverte très alarmante. Son collègue de l'hôpital, lui, m'a appelé pour me dire, viens, on a trouvé le scooter à ton frère hein, devant le cimetière. Ce scooter est là, pas très loin de l'hôpital d'ailleurs, à une centaine de mètres de l'hôpital, garé. Patrick, il n'est pas là, quoi. On est arrivé à ouvrir la selle. C'est là qu'on a trouvé dans la selle son blouson, son paquet de cigarettes, son téléphone. Son téléphone, il l'avait toujours sur lui, son paquet de cigarettes aussi. Patrick Isoire, il s'est volatilisé, il a disparu littéralement. C'est difficile à vivre. C'est difficile, très difficile. On y pense du matin au soir. Ça tourne là-dedans. Hein. Ah, moi, je me dis qu'on le reverra plus. Alors, où est passé Patrick Isoire et pourquoi ne donne-t-il plus aucun signe de vie? C'est en fouillant dans son téléphone portable que son frère va avoir un début de réponse. Moi, je prends le téléphone hein, et je vois des numéros. Marc Isoire découvre dans ce téléphone le listing des derniers appels qui ont été passés par son frère.
Et il va voir que Patrick avait rendez-vous avec une jeune femme. Cette jeune femme s'appelle Audrey Louvet. Et pour les proches de Patrick, ce n'est pas une inconnue. C'est une fille avec qui il a vu une aventure il y a des années. Mais bon, cette relation n'a pas duré très longtemps. Et il n'avait plus revu. Visiblement, 15 jours plus tôt, la jeune femme en question a repris contact avec Patrick Isoire. Il avait d'ailleurs mis ses plus proches amis dans la confidence. Après le parti de cartes, il m'a pris le bras, il m'a dit « il faut que je te parle ». Et il m'a fait écouter un enregistrement téléphonique qu'il avait. C'était la voix d'une femme douce, mielleuse. Et elle lui disait « je pense beaucoup, toujours à toi. J'aimerais te revoir, comme pour boire un café, pour discuter ». Et la voix qu'elle avait au téléphone, je pense que c'est vraiment pour autre chose. En fait, elle lui fait un peu du rentre-dedans, quoi. Et il m'a repris le téléphone, il m'a dit « tu en penses quoi ?» Je lui ai dit « écoute-moi, si c'est pas que pour le café, je pense qu'il y a autre chose en dessous. » Il s'est boutu à rire, il me dit « c'est bien ce que je pensais, mais j'attendais que tu me donnes confirmation. » Patrick Isoire dit à ses collègues qu'il est étonné, mais que bon, pourquoi pas. Et il dit à son ami, je vais la rencontrer. Une ex qui ressurgit soudainement du passé et qui avait rendez-vous avec Patrick au moment même où l'homme disparaît. Pour ses proches, voilà une drôle de coïncidence. C'est quand même bizarre, hein, parce que ça fait des années qu'il la revoit plus, et du jour au lendemain, elle lui a donné rendez-vous. Cette jeune femme est la dernière personne à avoir vu Patrick ce jour-là. On se dit, c'est pas un hasard. Ça laisse à penser qu'il y a un truc qui est pas clean, quoi. Il y a un truc qui est pas net. Elle lui donne un rendez-vous au cimetière à 4h30 après son travail. Et il a disparu, on le voit pas, on n'a plus de nouvelles, hein, et le scooter est devant le cimetière. Bon, il y a quelque chose qui va pas là. Aussitôt, Marc Isoire, le frère de Patrick, contacte la fameuse Audrey. Et ce qu'elle va lui raconter ne va pas le rassurer. Bien au contraire. Je l'appelle, elle, et je lui dis, c'est toi qui as eu un rendez-vous avec mon frère? Elle me dit, oui, oui. Et je lui ai dit, où est Patrick? Elle me dit, je sais pas. Je sais rien, moi. C'est tout. De suite, je me dis, il y a quelque chose de louche quand même, là. Sans plus tarder, Marc décide d'aller signaler la disparition de son frère à la police et aussi de leur faire part de ses soupçons. Je leur explique que voilà, depuis lundi, on n'a plus revu mon frère. Il a eu un rendez-vous avec une certaine Audrey et voilà. L'affaire est prise au sérieux. Les policiers convoquent immédiatement la jeune femme pour qu'elle s'explique. Ils ne le savent pas encore, mais ce qu'elle va leur raconter va faire basculer l'enquête. Deux jours après la disparition de Patrick Isoire, Audrey Louvet se présente au commissariat de Sète. Les enquêteurs ont face à eux une mère de famille de 33 ans qui paraît inoffensive. Audrey Louvet, c'est une personne qui physiquement est assez petite, frêle. C'est une femme sans emploi, sans ressources financières. Qui vit dans un petit appartement. Elle a ses 2 enfants dont elle s'occupe, sans papa. Elle est dans une vie qui est une vie de débrouille en fait. Pour survivre, elle fait des petits boulots à droite à gauche au black. Une femme qui est un peu dans la galère, hein, comme on dit. D'ailleurs, c'est parce que sa vie était difficile que la jeune maman aurait recontacté Patrick. Voici ce qu'elle déclare aux enquêteurs. Je l'avais croisé une fois en ville, je voulais savoir ce qu'il était devenu. Et comme j'ai des difficultés, j'avais besoin d'un ami avec qui parler. Je savais que je pouvais me confier à lui sans problème. Cette jeune femme explique qu'elle cherche une oreille attentive, qu'elle se souvient de la gentillesse légendaire de Patrick. Et qu'elle a envie de renouer des liens. À entendre la jeune femme esseulée, elle n'aurait rien à se reprocher.
Et ce lundi 23 juin, les retrouvailles avec Patrick se seraient d'ailleurs parfaitement déroulées. Ils ont marché le long de la route. Là, ils ont marché ensemble peut-être 5-10 minutes. Ils ont discuté, ils se sont promenés. Après avoir discuté quelques instants, ils se sont quittés parce que chacun allait vaquer à ses occupations. Elle est partie et il allait très bien. Point barre. Seulement voilà, Audrey Louvet va rajouter un petit détail qui va interpeller les policiers. Elle explique qu'elle a été déposée par un ami à proximité des lieux du rendez-vous. Et ensuite, elle rejoint Patrick Isoire. Voilà, c'est ce qu'elle explique tout simplement. Cet ami, on lui demande qui est-il. Au départ, elle ne veut pas dire le nom. Mais face à l'insistance des enquêteurs, la jeune femme va finir par révéler son identité. Et cet ami, c'est précisément Rémi Chêne. Rémi Chêne, le mari de Nadège, retrouvé pendu dans le garage du domicile conjugal. Incroyable. Que fait le mari trompé et désormais veuf sur les lieux de la disparition de Patrick Isoire, qui n'était autre que l'amant de sa femme? Et là, ça change tout. On retrouve qui, au lieu de rendez-vous, encore ce Rémi Chêne. On se dit naturellement qu'il y a un lien. Il avait rien à faire là. Le scénario dans la tête des enquêteurs, il est simple. Ça ressemble à une vengeance, ni plus ni moins, 5 ans après. Soit il poursuit une vengeance par rapport à cette trahison, soit il se venge de Patrick Isoire qui a provoqué sa femme. En tous les cas, les enquêteurs en sont convaincus, les deux affaires sont liées. Dès lors, les enquêteurs vont émettre une hypothèse. Patrick Isoire serait tombé dans un guet-apens, savamment orchestré par le mari rancunier et Audrey Louvet. Audrey Louvet a servi d'appât et avec la complicité de Rémi Chêne, ils ont contribué à la disparition de Patrick Isoire. On ne sait pas à ce moment-là s'il est décédé, s'il n'est pas décédé, s'il est enlevé, s'il est séquestré quelque part. Mais en tout cas, voilà le scénario qui se dessine. L'appât, la vengeance. Pour les proches de Patrick Isoire, cette présence du mari met fin à tout espoir. Il y a tout qui s'imbrique. Parce qu'il disparaît, puis après on sait que c'est Rémi qui amène la femme. Je vais me servir d'Audrey pour me venger de lui. On s'est dit, ben mais voilà, ce mec, c'est lui qui a fait un truc, quoi. Il veut se venger. Je pense qu'il n'a pas supporté que sa femme ait une relation intime avec Patrick, qu'il en est arrivé à la finalité à se dire qu'il fallait que lui aussi disparaisse. C'est lui, c'est sûr. Bon, pour moi, il n'y a aucun doute. Ça, c'est sûr et certain. Il a voulu tuer mon frère. Il l'a tué. Désormais, l'affaire est confiée au service régional de police judiciaire de Montpellier. Et la suite de leur enquête viendrait confirmer le scénario diabolique. En effet, depuis le de sa femme, Rémi Chêne, le mari, semblait vouer une rancune très tenace envers son rival. Il menaçait mon frère. Il lui avait dit « toi un jour je t'aurai ». Chaque fois qu'il le croisait, il lui disait « toi un jour je t'aurai ». Ça c'est mon frère qui le dit à une copine à lui. Il n'avait pas dit « je te tue, hein. Toi un jour je t'aurai ». Voilà. Patrick prend pas au sérieux. Il avait dit à ma mère d'ailleurs, quand il en a remarre, il s'arrêtait, il lui faisait pas peur. Mais voilà. Dans ce macabre scénario, les policiers vont avoir une preuve qu'Audrey Louvet aurait pu servir d'appât à Rémi Chêne. Car en consultant leur relevé téléphonique, ils vont faire une découverte surprenante. À chaque appel d'Audrey vers Patrick, avant ou après, elle appelle Rémi. C'est un petit peu comme si elle le tenait au courant ou comme si elle lui disait « tiens, je vais l'appeler » ou « je l'ai eu au téléphone et voilà ce qu'il m'a dit ». Elle lui rend compte.
Pour les enquêteurs, tout désigne Rémi Chesne et sa présumée complice. Ils pensent avoir suffisamment d'éléments pour les mettre en cause, seulement ils vont vite déchanter. Deux semaines après la disparition de Patrick Isoard, les policiers procèdent à l'interpellation des deux suspects. Ils vont devoir s'expliquer dans les locaux de la police judiciaire. Les enquêteurs décident de placer Audrey et Rémi Chesne en garde à vue, en se disant il y en a un des deux qui va craquer. C'est d'abord Rémi Chesne qui passe sur le grill. Et d'emblée, il réfute toute participation à un quelconque projet criminel. Voici ce qu'il déclare. Monsieur Chesne, je crois que c'est vous qui avez organisé la disparition de Patrick Isoard en vous servant d'Audrey comme appât. Qu'avez-vous à dire? Je ne vois pas pourquoi j'aurais organisé sa disparition. Je ne sais pas où il est, je ne l'ai pas vu. Lui, il crie à l'innocence en disant qu'il n'y est pour rien, qu'il n'a pas de raison. Il ne comprend pas. Il veut pas de mal à cet homme. Confronté aux analyses téléphoniques, le coiffeur explique que cela ne prouve rien, car il entretient une amitié de longue date avec Audrey Louvet. Ils se sont rencontrés de par le métier de Rémi, qui est venu coiffer à domicile les enfants d'Audrey. Et puis, ils ont sympathisé. Elle est devenue un peu sa confidente. Il passait la voir, il buvait un café, elle passait le voir, il se racontait. Comme il est ami avec Audrey, qu'il la connaît bien, elle appelle, ou Rémi l'appelle, et puis c'est tout. Quant à sa présence le lundi 23 juin sur les lieux du rendez-vous, Rémi Chesne aurait été victime, dit-il, d'un malheureux concours de circonstances. Il explique que ce jour-là, il devait aller visiter une cave un petit peu plus loin. Il a aperçu tout à fait par hasard Audrey. Il s'est arrêté, il lui a demandé où elle allait, elle lui a dit qu'elle se rendait du côté du cimetière. Moi je vais vers là-bas, je t'accompagne, je te poserai au rond-point. Donc il l'a déposé parce que c'était sa route. C'est une pure coïncidence. Il ne savait pas qu'Audrey avait rendez-vous avec Patrick. Les enquêteurs sont loin d'être convaincus. Seulement le veuf a un atout de taille pour prouver son innocence. En effet, depuis 2 ans, il avait retrouvé l'amour. Voici Céline, sa nouvelle compagne. Avec une sincérité désarmante, la jeune femme explique aux enquêteurs que Rémi avait définitivement tourné la page et qu'il ne peut en aucun cas avoir éliminé Patrick Isoard. Avec Rémi, on est tourné vers l'avenir. On s'est fiancés en juillet 2014 aussi. Donc on avait une longue vie de prévue devant nous. Et franchement, faire un truc comme ça et nous casser toute notre vie, non. Non, jamais il aurait fait ça, quoi. Nous, on était bien ensemble, on était heureux. Jamais il aurait fait quelque chose comme ça pour détruire tout ce qu'on était en train de se construire ensemble, quoi. Même son de cloche auprès de Laurine, la fille de Nadège et Rémi Chesne. Malgré le décès de sa mère, la famille s'était enfin recomposée et nageait en plein bonheur. Et c'était un nouveau départ. On s'entendait très bien, je m'entends encore à l'heure actuelle très bien avec ma belle-mère. Donc à aucun moment, il aurait fait tout casser au risque de la perdre. Il est heureux. Il a refait sa vie. Il n'est pas dans la vengeance. Jamais il aurait fait un truc comme on l'accuse, quoi. C'est pas possible. D'après ses proches, le scénario échafaudé par les enquêteurs n'est tout simplement pas crédible. Et voici pourquoi. 5 ans après, une vengeance, ça tient pas la route pour moi. Quand on se venge contre quelqu'un, c'est de suite. Et mon père n'aurait pas agi de cette manière-là. S'il avait eu quelque chose à lui dire, il aurait été lui dire en face. Et puis voilà, pas plus. Rémi m'a jamais parlé de Patrick Isoard. Jusqu'à la garde à vue, j'avais jamais entendu ce nom, quoi. C'est pas quelqu'un ni d'impulsif, ni de rancunier.
Les personnes qui pensent comme ça, c'est les personnes qui ne le connaissent pas. Entendue à son tour dans une pièce voisine, Audrey Louvet, la présumée complice, va confirmer point par point la version de son ami. Audrey Louvet ne va rien lâcher. Elle ne sait pas pourquoi elle est là. Elle confirme ni plus ni moins ce qu'elle dit depuis le début. Et puis les enquêteurs ont un autre problème. Sans aveu, sans mobile et surtout sans le corps de Patrick Isoard, ils n'ont rien de concret permettant d'accuser Rémi Chesne et Audrey Louvet. Alors au bout de 48 heures de garde à vue, les deux suspects sont relâchés. Rien ne se passe comme les enquêteurs l'avaient prévu. Et en réalité, ils tombent sur un os. Le magistrat instructeur ordonne la levée de la garde à vue et Audrey et Rémi rentrent à la maison. On est obligé de les remettre en liberté. Pour Rémi Chesne et son entourage, évidemment, c'est le soulagement. Quand il est sorti de garde à vue, il n'y avait qu'une chose, c'était nous retrouver, quoi. Voilà, il était content de nous retrouver. Il était épuisé parce que c'était un acharnement contre lui. Seulement, du côté des proches de Patrick Isoard, la libération des deux suspects est inacceptable. Et là, il y a de quoi devenir fou, là. Il y a de quoi devenir fou. Je vais vous dire un truc, on a pensé à se faire justice là, nous-mêmes. Hein. Sur le coup de la colère, on aurait pu faire des bêtises, je vous le dis honnêtement. Écœurés, les proches ne sont pas au bout de leur peine, car en réalité, Patrick Isoard est bel et bien mort. Désormais, c'est le corps de Patrick qu'espèrent retrouver ses proches. Et en cherchant près de l'endroit où il a disparu, son ami Olivier va avoir comme un mauvais pressentiment. On passe devant la grotte du Vigneret, qui est connue de tous les Sétois. C'est une grotte qui a été creusée à l'époque de la guerre. C'est pas juste une petite grotte avec une petite cavité, c'est une longue galerie de plusieurs centaines de mètres. Cette grotte est pas très loin du cimetière, pas très loin de l'endroit où on a retrouvé le scooter de Patrick. Ça m'a fait tilt, je me suis dit, tiens, là, pour cacher un corps, c'est quand même l'endroit idéal, quoi. Le 17 juillet 2014, 3 semaines après la disparition de Patrick Isoard, les policiers s'engouffrent dans la grotte du Vigneret. Et à environ 50 mètres de l'entrée, ils vont faire une terrible découverte. Ils progressent à l'intérieur de cette grotte. D'un seul coup, ils sont dans un noir absolu. L'endroit est lugubre. Et dans un recoin, ils vont découvrir un cadavre, en partie calciné. Un tatouage est encore visible sur le corps de la victime et de manière certaine, il s'agit du tatouage de Patrick Isoard. Au même moment, Marc, le frère de la victime, se précipite sur place, accompagné de son ami Olivier. Quand j'arrive un peu devant la grotte, je vois au fond qu'il y a des gens qui sont habillés en blanc. Ils me disent de ne pas rentrer, quoi. Marc est en discussion avec la police et il revient vers moi avec les yeux pleins de larmes. Et c'est à ce moment-là qu'il me dit « Ils l'ont cramé, ils l'ont cramé ». C'est compliqué. C'est compliqué. Mais le pire reste à venir. L'autopsie va révéler que Patrick a perdu la vie dans des circonstances atroces. Ils me disent qu'il a pris 2 coups de fusil. Les 2 coups sont mortels. Les enquêteurs vont noter 2 tirs. Un tir dans la tête et un tir dans la clavicule. Détail particulièrement sordide, il avait un sac sur la tête, un sac plastique sur la tête. On y a mis du ruban adhésif autour des pieds, des mains. Cet homme a été abattu alors qu'il était attaché. C'est une exécution.
Et ensuite, on l'a brûlé, c'est-à-dire qu'on l'a arrosé d'essence et on l'a carbonisé. Même si les proches de Patrick le redoutaient, un tel crime leur est insupportable. C'est horrible. C'est inimaginable. Moi, j'ai vu des amis à moi pleurer comme des enfants. Hein. C'est terrible d'apprendre ça, honnêtement, c'est terrible. Ça a été sauvage, ce qui a été fait. Celui-là qui a fait ça, c'est un barbare. Pour faire ça, il faut être malade, il ne faut pas être normal. À 7, la macabre nouvelle fait la une des journaux. Les habitants qui pleurent la mort de l'enfant du pays sont abasourdis. Beaucoup de gens ont été choqués, c'est qu'ils connaissaient mon frère, quoi. D'ailleurs, il fallait voir le monde qu'il y avait à l'enterrement. Il y avait un monde incroyable. Les amis, on n'en a pas beaucoup, et qu'on en perd un, ça fait mal. Les proches sont inconsolables, mais l'enquête progresse. Le cadavre de Patrick Isoire retrouvé près du lieu de rendez-vous, pour les enquêteurs, cela confirme la piste du duo Audrey Louvet et Rémi Chesne. D'autant que, souvenez-vous, après avoir déposé Audrey, le coiffeur de 7 devait visiter une cave. Or, elle ne se situe pas n'importe où. Cette cave se trouve au-dessus de la grotte. Rémi Chesne, il est à une dizaine de mètres du lieu du crime. C'est juste à côté, c'est juste au-dessus. C'est éminemment suspect. L'étau semble se resserrer autour du mari et d'Audrey. Seulement cela ne suffit pas pour les mettre en cause. Bien qu'on ait retrouvé le corps de Patrick, il n'y a aucun élément matériel qui pourrait être rattaché à Audrey ou à Rémi. Pas d'ADN dans la grotte, ni sur le corps, ni à proximité du corps, ni sur les liens. Il n'y a rien. En l'absence de preuves, l'enquête piétine. Et c'est 20 mois plus tard, à la faveur d'un incroyable coup de théâtre, que le frère de la victime va tout relancer. Marc Isoire, qui sent bien que les choses sont un peu figées, essaye de provoquer et il a recours un peu à la médiatisation de cette affaire. Et moi, mon but, c'est de faire avancer l'enquête, donner un coup de main à la Serpéchie. Et cela va marcher. Une jeune femme demande à parler aux enquêteurs. C'est une amie d'Audrey Louvet et elle a des révélations à faire. Elle explique qu'un jour, Audrey lui aurait fait une confession, qu'elle aurait attiré Patrick Isoire à la demande du coiffeur. Il lui a bien dit, c'est bien moi qui l'ai amené à la grotte. Donc là, ça change tout. C'est la première fois qu'on a un élément matériel, sous forme d'un témoignage humain, certes. Ce témoignage, comme un coup de pied au cul, disons-le, fait qu'on reprend l'enquête et on va chercher Audrey Louvet et Rémi Chesne. Le 17 mars 2016, les deux suspects sont interpellés et placés en détention provisoire. Et cette fois-ci, l'un des deux va craquer. Après 5 mois passés derrière les barreaux, Audrey Louvet est entendue par le juge d'instruction. Et contre toute attente, pour la première fois, elle admet avoir participé au guet-apens. Elle reconnaît qu'elle était sur place, qu'elle était là-bas et que c'était à la demande de Rémi Chesne. Audrey Louvet a attiré effectivement Patrick Isoire dans la grotte. Mais pour elle, il n'a jamais été question d'assassinat. Audrey Louvet va alors raconter une histoire pour le moins étonnante. Selon elle, Rémi Chesne l'aurait manipulé en lui faisant croire qu'il avait un problème financier avec un inconnu. Il lui dit, il y a un gars qui me doit de l'argent, je vais tout perdre.
Il lui amène une photo et elle voit Patrick Isoire. Mais je le connais, moi j'ai une relation avec lui. Et donc il lui dit, mais si tu le connais, ça veut dire que c'est un signe du ciel, que c'est toi, mon ami, qui doit m'aider. Il lui dit, tu me l'amènes dans la grotte, je vais lui mettre un coup de pression et il va rembourser sa dette. Elle devait juste le faire rentrer dans la grotte pour qu'il soit un peu secoué, pour qu'il rende les sous qu'il devait à Rémi Chêne. Et c'était terminé. Contre son aide, la jeune femme naïve devait recevoir une petite récompense. Rémi Chêne lui a promis une rémunération. Il s'agirait d'une somme de 200 €. Et contrairement à ce qu'elle avait auparavant déclaré, ce n'est pas par hasard qu'Audrey aurait croisé Rémi Chêne sur sa route le jour du rendez-vous. C'était convenu à l'avance. C'est lui qui l'a conduit jusqu'au lieu de rendez-vous avec Patrick Isoire. Et lui est allé ensuite se poster à l'intérieur de la grotte. Et selon Audrey, l'appât de Rémi Chêne, voici comment elle aurait réussi à attirer Patrick dans son piège. Elle lui a expliqué qu'elle avait enterré son chat à l'intérieur et qu'elle voulait aller se recueillir sur sa tombe. Et lui, elle le dit, il est gentil, donc il est rentré avec moi dans la grotte. Sans le savoir, Audrey aurait donc conduit Patrick tout droit vers sa mort. Et la jeune femme de raconter un scénario digne d'un film d'action. Alors qu'ils sont dans la grotte, elle explique que Rémi Chêne a surgi. Il est à ce moment-là habillé en tenue de peintre, c'est-à-dire une tenue entièrement blanche. Il a un masque blanc sur le visage, un fusil de chasse à la main et il les braque tous les deux. Si on écoute Audrey dans ses explications, là, elle réalise qu'il y a en fait un truc qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, parce que c'est pas du tout ce qui était prévu. Et là, il lui désigne un rouleau de gros scotch et il lui dit maintenant tu vas l'attacher. Audrey Louvet raconte que sous la contrainte et en état de sidération, elle n'aurait pas eu d'autre choix que d'exécuter les ordres de Rémi Chêne. Et là, une fois qu'elle l'a attaché, il lui dit tu dégages. Pour être certain qu'elle ne va pas prendre la fuite et filer au commissariat de police, il la menace en lui disant « Si tu parles, je te bute toi et tes enfants. » Terrorisée, Audrey Louvet aurait alors quitté la grotte, abandonnant Patrick Isoire à son triste sort. Selon elle, elle n'aurait assisté ni à sa mort, ni à la crémation de son corps. Elle dit « Moi, je ne savais pas qu'il allait mourir. » Elle, dans son esprit, devait repartir vivant. Et si jusqu'à présent Audrey Louvet n'avait pas osé parler, c'est parce qu'elle craignait les représailles de Rémi Chêne. Elle s'est dit, ça a mal tourné, mon Dieu, je suis dans de beaux draps. Et Rémi qui lui dit, tu te tais, sinon je te bute. Donc elle est piégée. Pour Marc Isoire, 2 ans après la disparition de son frère, ces aveux qui accablent Rémi Chêne sont une première victoire. C'est un soulagement, là, c'est un gros soulagement. J'en parle à tous les collègues à mon frère, ça passe dans le journal, tout le monde est au courant de l'affaire. Mais le frère de la victime en est persuadé. Audrey Louvet serait bien moins innocente qu'elle ne le prétend. Elle va nous faire croire qu'elle n'était pas au courant. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Servir d'appât pour amener quelqu'un dans une grotte? Elle est qu'à le dénoncer, hein. Et elle n'a pas dénoncé, elle a couvert jusqu'à la fin. Elle le savait, ce qui s'est passé, hein. Elle le savait, hein. Elle a vu ce qui s'est passé, elle a assisté au meurtre. Ça, c'est des contes, ça. Quant au prétexte utilisé pour attirer Patrick dans la grotte, il semble pour le moins curieux. Comme si ça pouvait intéresser Patrick Isoire de savoir où était enterré le chat de cette femme avec laquelle il avait eu une aventure 5 ou 6 ans plus tôt. Donc tout ça n'est pas très vraisemblable. Je pense qu'elle a encore des choses à dire. 200% que c'est eux qui ont monté l'histoire. Ils ont manigancé tous les deux. Ça, c'est sûr et certain.
Si cela paraît limpide pour les proches de la victime, il y en a un qui est bien décidé à ne pas se laisser faire. En effet, depuis sa cellule, Rémi Chesne n'en démord pas. Il est innocent et il peut compter sur le soutien indéfectible de sa compagne et de sa fille. Rémi, il n'a rien à voir du tout avec la mort de Patrick Isoire. C'est inconcevable, c'est juste pas possible, quoi. À aucun moment, je vois mon père tuer Patrick Isoire, lui mettre le feu. À aucun moment, je vois ça, jamais. Confronté aux accusations d'Audrey Louvet, le coiffeur et ses proches considèrent qu'elles sont tout simplement irrecevables. Audrey Louvet, elle est pas crédible. Je pense que c'est plus elle qui manipule tout le monde. Je me demande comment la justice peut se fier à une femme qui change de version si fréquemment, quoi. De preuves, il n'y en a pas. Pas d'armes, pas de combinaison, pas de sac, rien. Voilà. Ça ne s'est pas passé comme elle le dit. Et Rémi Chesne va plus loin. Selon lui, Audrey Louvet protégerait quelqu'un d'autre. Il lance alors la piste d'un professionnel du milieu qui aurait exécuté Patrick Isoire. Je le dis, ça choquera peut-être. On a quelque chose qui ressemble à du banditisme, voilà. On a une exécution de voyous, voilà. Alors, la mort de Patrick Isoire serait-elle en fait un crime mafieux? L'hypothèse fait bondir ses proches. Il y a eu des rumeurs comme quoi c'était un règlement de compte. Un règlement de racaille et tout. Non, la racaille, c'était pas une racaille, mon frère. On a dit qu'on l'avait tué pour une affaire de drogue, c'est complètement faux. Pour de l'argent qu'il devait, c'est pas vrai. Il devait pas d'argent, Patrick. Il semblait mener une vie plutôt tranquille, rangée, avec son petit boulot à l'hôpital de Sète. On est quand même loin d'une figure du grand banditisme. Le principal suspect qui tenterait de faire diversion et sa complice qui minimiserait son rôle. Aux yeux des enquêteurs, tout cela ne pèse pas bien lourd par rapport aux éléments qui les accablent. Les coups de téléphone, c'est quoi? Il se téléphonait sans arrêt. Lui, soi-disant, qui visite une cave juste au-dessus de la grotte. Hein. Pas des coïncidences, quand même, tout ça. Puis là, le mobile. 3 ans après la mort de Patrick Isoire, Rémi Chesne et Audrey Louvet sont mis en examen pour assassinat. Ils restent en prison en attendant leur procès. Et pour le coiffeur, les ennuis sont loin d'être terminés. Car entre-temps, une autre affaire va ressurgir du passé. À Montpellier, un homme demande à parler aux enquêteurs. Il s'agit du père de Nadège Chesne. Souvenez-vous, l'épouse de Rémi qui se serait suicidée. Le père de Nadège n'a jamais cru aux filles. Et maintenant que son gendre est accusé du crime de Patrick, le père de Nadège en est persuadé. Rémi Chesne aurait pu éliminer sa fille. L'enquête sur la mort de Nadège Chesne est rouverte. Et en effet, à y regarder de plus près, il y aurait plusieurs éléments suspects. À l'époque, en 2009, les constatations du légiste sur le corps de Nadège Chesne avaient déjà de quoi laisser perplexe. Le médecin légiste a constaté qu'il y avait au niveau du cou 2 sillons. Un sillon horizontal et un sillon vertical. Le sillon vertical, c'est le sillon de la corde lors de la pendaison. Mais on peut aussi imaginer qu'elle a été étranglée, d'où le sillon horizontal, et ensuite pendue, d'où le sillon vertical. Le médecin légiste va conclure que le par pendaison est possible, mais que l'intervention d'un tiers n'est pas exclue. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce rapport d'autopsie, il pose une vraie question. Et puis souvenez-vous,
Nadège Chêne aurait écrit une lettre juste avant de se donner la mort. Or, étrangement, la mère de famille n'adresse aucun adieu à ses proches. Elle ne parle pas de sa fille, alors qu'elle a une petite fille de 10 ans, qu'elle aime par-dessus tout, pas un mot. C'est impensable. Moi, demain, j'ai pensé d'abord à ma fille. Elle dit pas au revoir à son mari, elle dit juste j'ai couché avec un homme. Et puis dans cette lettre qu'elle écrit à son mari, un extrait semble particulièrement troublant. Voici comment Nadège Chêne raconte son adultère. Lors de cette rencontre, il y a eu des caresses mutuelles, une pénétration de courte durée et sans éjaculation. Il y a des détails qui sont utilisés qu'on a du mal à attribuer à Nadège elle-même. On a l'impression que Rémi Chêne lui a fait écrire cette lettre pour lui permettre de pouvoir divorcer et que la faute soit sur elle. En fait, c'est pas une lettre de quelqu'un qui... C'est une lettre de quelqu'un qui a des remords d'avoir trompé son mari. Et point final. Les enquêteurs s'interrogent. Cette lettre, retrouvée près du corps de sa femme, aurait-elle servi à maquiller un crime? C'est plus du tout de dont on parle, mais il s'agit là d'un premier meurtre, celui de Nadège, suivi d'un second, celui de Patrick Isoire, dans le cadre d'une vengeance organisée de Rémi Chêne. Dans la vie, on ne nous apprend pas comment se suivre. Je pense pas qu'il y a de lettres type. Chaque personne réagit à sa manière. Rémi totalement innocent, quoi. Vous vous rendez compte, peindre sa femme, quoi, c'est quand même un truc... Non, c'est un truc de fou. On voudrait faire de lui ce personnage, Dr Jekyll et Mr Hyde, la facette du coiffeur gentil, puis de l'autre côté, dans l'obscurité, l'obsessionnel, qui nourrit une vengeance froide. C'est du grand n'importe quoi. Et c'est extrêmement douloureux pour cet homme. Aujourd'hui, l'enquête sur la mort de Nadège Chêne n'est toujours pas terminée. Une instruction criminelle est en cours et pour l'instant, Rémi Chêne n'est pas mis en examen et n'a pas été entendu dans le cadre de cette procédure. Quant au procès d'Audrey Louvet et Rémi Chêne pour l'assassinat de Patrick Isoire, il se tiendra devant la cour d'assises de Montpellier dans le courant de l'année 2019. Les proches de la victime attendent ce moment avec impatience. On espère de tout cœur que justice soit faite et que le coupable ou les coupables soient derrière les verrous. Qu'ils ne puissent plus jamais faire de mal à quelqu'un. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il soit condamné. Je pense à ça du matin au soir. Après, mon frère, le pauvre, je sais très bien que je ne le reverrai plus. Je me dis, c'est du gâchis. Du gâchis. Partir comme ça, le pauvre... Il méritait pas ça, quoi. Il avait que des amis, hein. Le seul ennemi qu'il a eu, il l'a tué. Hein. Le seul. En face, la fille et la compagne de Rémi Chêne espèrent au contraire sa libération à l'issue du procès. Mon père est toujours resté confiant puisque il est innocent et je me dis qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut continuer à se battre. Et que la vérité va finir par éclater. C'est ce qui me fait tenir à l'heure actuelle. C'est pas possible de condamner quelqu'un sans preuve, quoi. Il n'y a rien contre lui, on peut pas le condamner. Alors forcément, entre les deux camps, l'ambiance risque d'être tendue. Nous, pour le procès, on espère l'acquittement. Il n'y a aucune raison que ça se passe autrement. Ce type, c'est un malade. Il faut qu'il reste en prison, il faut plus qu'il sorte. Et j'espère qu'il va prendre cher, je vous le dis honnêtement. Il mérite de prendre perpète, mais alors perpète. Ah non. Ah non, c'est pas envisageable qu'il soit condamné, quoi. Ah, mais alors pas du tout. Et si ça venait à être le cas, oui, on fera appel. Et oui, on continuera plus haut. Et on se battra jusqu'à ce que Rémi sorte, quoi. Dans l'attente de leur procès, Rémi Chêne et Audrey Louvet sont présumés innocents.